Bonjour à toutes et tous. Bon, déjà, se dire que un vœu pieux, je ne sais pas, un objectif revendicatif, ça c'est sûr. Et c'est la bataille dans laquelle la CGT est engagée depuis longtemps, mais va décupler parce qu'on voit bien que les attaques auxquelles on doit faire face nécessitent de réinventer quelque chose qui rompt avec cette logique exclusivement économique et rentable. Ça a été abordé par Gilbert tout à l'heure dans sa présentation. Donc je pense que oui, on doit se mettre en disposition d'aller reconquérir une SNCF unifiée et on va voir pourquoi. Pourquoi déjà une SNCF publique unifiée doit répondre de ces enjeux de service public auxquels on est confronté. Alors on a tendance à le diluer un peu dans le débat de société d'aujourd'hui où le pas du profit a pris le dessus sur l'ensemble du reste. Cela dit, nous on considère que cet enjeu de service public est essentiel et fondamental, y compris en 2025. Ces histoires de nouveau monde, etc. Je pense que le vrai nouveau monde qu'on devrait pouvoir construire par la mobilisation, et c'est vrai qu'on essaye d'y réfléchir un peu ensemble dans l'unité. C'est pas toujours facile parce qu'on a aussi un contexte difficile, mais cette bataille-là, pour nous, elle est essentielle. Le service public, c'est un enjeu de société, mais surtout, c'est une utilité sociale. Encore plus aujourd'hui, on le voit. Il y a une appétence très forte pour le train public, pour le train en général en France. C'est significatif de l'obligation qu'ont à la fois les pouvoirs publics et nous, organisations syndicales, acteurs principaux, notamment à la SNCF, mais pas que, dans l'ensemble de la branche. C'est une obligation pour nous de renouer avec ça. Alors du coup, c'est une utilité sociale qui repose sur plusieurs facteurs et qui sont aujourd'hui qui prennent une acuité encore plus particulière. Ces notions d'aménagement du territoire. On voit que le délitement et l'incapacité que peut avoir de ci de là la SNCF à répondre aux besoins est un véritable enjeu auquel nous sommes confrontés et qui, du coup, aussi exacerbe dans la population énormément de mécontentement. Il ne faut pas avoir peur de se dire non plus que c'est un élément qui génère aussi un état d'esprit et parfois un vote qu'on a pu connaître récemment et qui est dangereux. Donc le service public a aussi cette place-là dans la société, répondre à des besoins. L'égalité d'accès et de traitement sont deux éléments fondateurs aussi du service public. Le financement public, sur lequel certainement on reviendra, qui est un véritable enjeu. D'ailleurs, nous l'avions posé unitairement dans le cadre du préavis de grève reconductible de fin d'année 2024. Ce sujet est encore plus d'actualité, il nous semble. Et évidemment, il y a un élément important d'un point de vue de la consistance du service public, c'est les conditions sociales de vie et de travail des cheminots. Donc vous voyez, un vœu pieux, non. Des perspectives revendicatives dans le cadre d'une bataille d'intérêt général, oui. Alors ça a été repris par Gilbert tout à l'heure. Quelques rappels un petit peu de l'histoire qui fait qu'on en est là où on en est réduit aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, il y a une bataille idéologique qui est menée, une bataille politique qui confronte deux théories, mais deux visions des choses. Celle qui veut rendre tout marchand. D'ailleurs, l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 a beaucoup insisté là-dessus. C'est de rendre tout marchand, tout doit être profitable, tout doit générer de l'argent. Et à l'opposé, des organisations syndicales, la CGT, qui depuis près de 130 ans maintenant, agit pour justement éviter que le pire arrive et surtout resituer le service public au cœur. Tout ce qui a été entamé dans le cadre du processus de libéralisation est un processus de privatisation. Maintenant, on ne peut plus faire abstraction de cet état de fait. Nous sommes face à un processus de privatisation, à un moment donné, que l'on qualifiait de privatisation rampante, qui aujourd'hui est une privatisation, je dirais, quasi établie au regard des diverses restructurations et réorganisations et réformes lourdes auxquelles nous avons été confrontés. Évidemment que tout ça est généré par des décisions européennes qui nous impactent. Ça a été dit par Gilbert tout à l'heure, depuis le début des années 90. Et aujourd'hui, on a le résultat d'un certain nombre, pour aller vite, d'un certain nombre d'impacts de ces textes européens, avec des transpositions qui ont été de manière très structurante. La loi de 2014, la création des 3 EPIC, et la loi de 2018, la constitution de 4 SA, 1 SAS, dont pour cette SAS, on connaît malheureusement l'issue, mais la bataille n'est pas relâchée pour autant. C'est un schéma qui peut nous faire dire « Ouh là là, à quoi on s'attaque ?»
On s'attaque à une bande de technocrates qui veulent nous opposer une vision des choses. Quels moyens on a, nous, pour pouvoir contrer tout ça? Alors, on voit que l'entreprise et les différents gouvernements ont appliqué avec zèle les différents textes européens. Et d'ailleurs, sont même allés encore plus loin. Puisque, à l'heure où on se parle, en 2025, la direction de la SNCF a fait le choix unilatéral de poser des filiales dans le cadre des appels d'offres au TER, de créer un GIE au niveau des services transverses, et potentiellement, à réseau, le même schéma pourrait suivre. On voit bien qu'il y a une volonté aussi de la direction SNCF de répondre favorablement aux injonctions, et à la fois européennes et des gouvernements successifs ultralibéraux. C'est, on dirait, embêtant. Mais en même temps, ça doit nous donner à réfléchir collectivement, parce que ce contexte-là, il n'est pas irréversible. Il n'est pas réversible, ça a été dit aussi précédemment. On a autour de nous des pays qui ont été précurseurs, qui ont goûté à la concurrence bien avant nous, à la privatisation, qui sont allés loin dans ces objectifs de rentabilité en dégradant sensiblement le service public. Certains d'entre eux y reviennent. L'exemple anglais est significatif, même si on ne peut pas le transposer littéralement en France. Il y a quelques différenciations à opérer, mais c'est un signe très positif pour la bataille syndicale que l'on doit mener. Certains autres pays veulent se servir d'un certain nombre d'articles des règlements européens, notamment l'attribution directe, pour tenter de revenir à ces choix exclusivement financiers. Donc oui, le service public, pour nous, c'est l'enjeu fondamental qui doit prendre corps encore aujourd'hui en 2005 dans nos batailles syndicales. On a vu que les différentes déclinaisons des textes européens et des différentes réformes ont impacté sa qualité, notamment en matière de réponse aux besoins, mais aussi de sécurité. Ça a été approché brièvement tout à l'heure. D'autres autour de la table en diront certainement un peu plus après moi. Les assouplissements de règles de sécurité, c'est un axe décisif, mais dangereux, qu'a osé franchir comme pas la direction SNCF, permettant aux concurrents d'introduire le réseau ferré national pour pouvoir justement donner un petit peu plus de stimulation à la concurrence. Ça, c'est un enjeu que nous devons pointer parce que oui, ça a généré la notion de risque calculé. Donc nous disons, brièvement pour terminer, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Nous disons qu'il y a eu des faits historiques qui ont aussi été rappelés, notamment la nationalisation des chemins de fer. Aujourd'hui, gouvernement et direction SNCF nous ramènent à plus de 100 ans en arrière. La nationalisation des chemins de fer, elle a eu cette vocation de faire prévaloir les intérêts collectifs au détriment de la rentabilité et du profit. Ça, c'est le premier enjeu. Nous sommes confrontés à ça encore aujourd'hui, à l'appui de ce qui se fait dans d'autres pays. On a de quoi, normalement, pouvoir mener la bataille. En plus, on a aussi quand même des soutiens relativement forts d'associations d'usagers. Nous proposons, nous, la CGT, de réunifier le système ferroviaire public autour d'une seule et même entreprise unique et intégrée qui permettrait à la fois de meilleures synergies, une meilleure efficacité, mais surtout une mutualisation de moyens qui, justement, pourrait redéfinir une logique de qualité de service et d'aménagement du territoire au plus large. Donc ce n'est pas pour nous un vœu pieux, c'est un élément qui va à contre-courant de toute logique auquel nous sommes confrontés, mais nous sommes convaincus que sur la base de propositions que nous formulons, que nous pouvons continuer à travailler, y compris unitairement, nous pouvons faire avancer les choses et pourquoi pas envisager des perspectives de victoire. Merci beaucoup. Oui, alors déjà, juste se redire que le niveau de sous-traitance est quand même atteint un niveau inégalé. Bon, ça a été pointé par les chiffres en introduction, mais quand on sait que près des 2/3 des opérations, notamment la SA Réseau, sont confiées à la sous-traitance, là, on a quand même de drôles de questions à se poser. On le posera au DRH cet après-midi, je crois qu'il est là. Non, toujours est-il que oui, c'est une vraie question, mais qui est directement liée avec ce qu'on a abordé tout à l'heure, notamment sur cette logique d'opposition entre d'un côté le service public et de l'autre côté le business. Quand on recherche le business, on recherche l'amoindrissement des coûts et du moins ce qui peut paraître le plus rentable et coûter le moins cher. Quand on vise la notion de service public et son développement, on réfléchit à une consistance, notamment d'un point de vue de l'exercice des métiers, j'y reviendrai. Cette sous-traitance exacerbée qui date depuis un trop long moment maintenant, on peut le dire, à la SNCF, et donc correspond à cette logique. Cette logique, c'est d'utiliser, d'appuyer sur la masse salariale pour aboutir à ces objectifs de rentabilité. Ça, tout de suite, génère derrière une perte de compétences internes. Perte de compétences internes, tout à l'heure, Julien Trocas disait, une carrière de cheminot, c'est sur le long cours.
Évidemment que là, quand on a des salariés de la sous-traitance, et qu'on soit bien d'accord, ici, il faut qu'on se le dise entre nous, je sais qu'il n'y a aucun doute, mais puisqu'on peut être écouté par ailleurs, il ne s'agit pas de pointer les salariés de la sous-traitance directement concernés. Il s'agit de pointer les pratiques patronales qui visent à affaiblir les moyens de production, qui visent à affaiblir par des formations à peine dispensées, il faut se le dire, la possibilité de produire en toute sécurité. Et c'est ça dont il s'agit. Et c'est ça que nous dénonçons, nous, à la CGT, dans ce cadre-là, vis-à-vis de la sous-traitance, c'est que perte de compétences d'un côté, alors qu'une entreprise comme la nôtre détient des personnels avec une haute technicité, de véritables connaissances du système global ferroviaire qui est d'une importance accrue, notamment quand on produit ou on réalise des travaux et quand on les souhaite en toute sécurité. Donc cette politique, elle n'est pas viable. C'est une réalité. On ne cesse de le dire. D'ailleurs, on l'inscrit régulièrement dans nos demandes de concertation immédiate, dans nos préavis, sans trop de succès, il faut le dire, mais nous allons continuer. Cette logique de sous-traitance, elle répond de cette réduction des coûts. Je l'ai dit, une logique de profit qui s'installe et qui met de côté, y compris les risques inhérents à des mauvaises ou des faibles formations dispensées, à des objectifs parfois inatteignables, il faut aussi se le dire, dans les collectifs de travail. Donc à la fois, cette logique-là, elle met en danger et les salariés considérés, les collectifs de travail, qu'ils soient les salariés d'une entreprise proprement dite, et les cheminots qui sont, je dirais, rangés à devoir surveiller les chantiers, mais aussi ça a un impact au niveau des installations, puisque quand on maîtrise pas suffisamment l'outil de travail et l'environnement de travail, on a plus de risques à créer du danger. On a des situations qui s'exacerbent d'un point de vue de la sous-traitance, mais qui sont complètement folles. Et là non plus, il ne s'agit pas de pointer du doigt les salariés qui sont recrutés pour exercer une tâche à un moment dit. On a des situations, elles sont vécues, elles sont pointées par nos camarades sur les chantiers, notamment à l'équipement, de salariés qui viennent des quatre coins de la planète, et c'est tant mieux, parce que nous sommes des grands humanistes, notamment à la CGT, internationalistes. Donc ça, on n'y reviendra pas, on défend ça. Sauf que quand des salariés dans une même entreprise ne parlent pas la même langue et doivent appliquer des règles de sécurité, des règlements, etc., là, et pour eux, pour le collectif et pour les installations et tout le reste, on peut créer du danger. Donc il en revient de la responsabilité patronale de créer les conditions de permettre aux salariés considérés d'être bien intégrés, c'est-à-dire apprendre la langue, pour permettre justement de pouvoir répondre à ces obligations de sécurité. Ça apparaît être quelque chose complètement lointain vis-à-vis du sujet qu'on traite, mais il est essentiel, y compris dans des débats nauséabonds qu'on peut avoir et qu'on nous impose dans la société vis-à-vis notamment de salariés venant d'ailleurs. Donc nous défendons le fait qu'ils soient intégrés autrement, qu'un haut niveau de formation leur soit dispensé et qu'ils puissent travailler, quand c'est le cas, dans les meilleures conditions. Sauf que nous sommes aussi confrontés dans ce cadre-là de la sous-traitance à une logique qui, là, pour le coup, est un peu paradoxale avec l'enjeu de rentabilité à outrance que visent nos dirigeants. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, nous faisons face à des malfaçons dans les chantiers, avec des chantiers soit stoppés, soit annulés, devant être repris au bout du bout par des cheminots, ceux-là même qui ont surveillé les chantiers pendant plusieurs mois, reprennent le travail. Moi, il faut qu'on m'explique comment, en additionnant tous ces chantiers à refaire ou ces malfaçons à rétablir, on fait des économies. Bon, je n'ai pas été très fort en maths, mais là, j'avoue que normalement, au bout du bout, on additionne les chiffres et c'est des coûts supplémentaires. Donc, peut-être qu'il y a à regarder comment on réhabilite les cheminots dans leur travail, avec les compétences qu'on connaît, en remettant aussi en selle les exigences d'un haut niveau de formation, en créant les conditions de réinternaliser la production au sein de la SNCF, ce qui permettrait d'avoir toutes les latitudes pour travailler dans les meilleures conditions. La hausse de cette sous-traitance qui a été pointée dans les chiffres à l'entrée de ce colloque doit poser la question de la politique de l'emploi à la SNCF. Elle doit véritablement poser cette question de l'emploi en quantité et en qualité, quand on sait que pas plus tard que 2024, à fin 2024, le volet budget
le volet emploi du budget n'a pas été respecté au sein de la SNCF, à savoir la totalité, les 8400, et que c'est la SA Réseau, là où il y a le plus besoin, là où les enjeux de sécurité sont principaux, n'a pas respecté le nombre de recrutements qu'elle devait opérer. Donc nous demandons et nous exigeons à ce que la production soit réinternalisée le plus massivement possible au sein de l'entreprise, mais nous exigeons aussi, et ça a été repris tout à l'heure, à ce que nous puissions recimenter les cheminots entre eux autour de droits transverses qui permettent d'établir cette question de la sécurité au centre, puisqu'en effet, nous devons, et ça c'est la bataille dans laquelle nous devons pouvoir nous lancer et rehausser la tête là-dessus, c'est qu'un statut social de haut niveau pour tous les cheminots doit inclure cette culture de la sécurité, parce que c'est un élément central, et à la fois pour bien travailler dans un souci de se mettre en sécurité, mais aussi de permettre à l'entreprise SNCF de pouvoir répondre aux besoins de la nation. Donc la question des niveaux de droit est véritablement posée, et un statut, ça a été repris par Gilbert tout à l'heure, un statut qui permette de concevoir un bouclier vis-à-vis des injonctions patronales. Moi, je reprends l'exemple, il est concret. En partant en vacances un jour, on prend le train avec ma petite famille, le TGV ne part pas, transbordement de tous les gens dans un autre train. Au début, tout le monde gueulait. Le mécano, il prend la parole et dit voilà, on décèle des semelles de train, mes semelles de frein trop usées, je décide de ne pas faire partir ma rame. On nous transborde, il n'y en a pas un qui gueule, c'est tant mieux. Ce qui veut dire que le degré d'acceptabilité du risque ferroviaire est nul dans la tête des usagers, est nul dans la tête, et doit l'être dans la tête des cheminots, et encore plus nul dans la tête des organisations syndicales. Ce pourquoi nous le redisons, à la CGT, on ne joue pas à la roulette russe avec la sécurité. Merci. Oui, brièvement, des choses qui vont se recouper, mais en effet, on voit bien là autour des différentes interventions qui ont eu lieu, que vous avez prononcées, que c'est un souci et c'est des vraies questions qu'on se pose. Cela dit, on va s'en poser encore beaucoup, mais on peut aussi apporter un certain nombre de réponses. Thomas vient de dire la question de comment on permet à ceux et celles qui représentent les salariés de pouvoir exercer avec un ensemble de prérogatives qui leur ont été retirées suite à différentes réformes régressives socialement, et qui aujourd'hui mettent en difficulté l'exercice d'un certain nombre de métiers, notamment au sein de la SNCF, notamment ceux inhérents à la sécurité. On n'a pas la réponse à tout, à la CGT, mais en l'occurrence, à l'heure où on se parle, nous faisons la proposition, et d'ailleurs, le DRH qui sera présent cet après-midi, on lui réitérera l'opération, c'est dans ses prérogatives à lui, pour le coup, d'ouvrir des négociations. Nous faisons la proposition de réhabiliter ce qu'on pourrait appeler des comités de proximité, sécurité, santé, conditions de travail, avec un contour de prérogatives largement similaire au CHSCT de l'époque, pas pour faire de la transposition avec un peu de nostalgie, mais pour se dire que redonner des réelles prérogatives aux représentants du personnel qui pourraient et à la fois mener des enquêtes, investiguer, accompagner un certain nombre de démarches quand ça s'avère nécessaire. En l'occurrence, avec tout ce qu'on se dit, on voit bien qu'il y a nécessité à ce que les organisations syndicales, les représentants élus du personnel puissent œuvrer eux-mêmes en toute sécurité, sans être perturbés ou contrariés en fonction des sujets à traiter ou menacés de licenciement parce que ça irait trop loin aux yeux de l'entreprise. Ces CP2SCT auraient vocation à réhabiliter de vraies prérogatives et de pouvoir réintroduire du droit, mais aussi des capacités d'intervention des élus du personnel. C'est une première réponse que nous pouvons apporter, si tant est que des négociations s'ouvrent, qu'on arrive à se mettre d'accord à plusieurs autour de la table des négociations et qu'on puisse pousser les feux pour obtenir ce type d'instance qu'on souhaiterait voir. Voilà. Je pense que c'est aussi vers ça qu'il faut qu'on réfléchisse la chose, parce que tous les commentaires, témoignages dont on peut se partager l'existence nécessitent aujourd'hui des réponses si on veut éviter les drames humains autour d'accidents de travail, autour du mal-être qui s'exacerbe et qui crée aussi des sentiments d'impuissance allant parfois jusqu'au suicide. C'est aussi tout ça ce à quoi on est confronté. Et puis, on le redit,
on l'a dit tout à l'heure, sur cette question de coactivité. Il ne s'agit pas de foutre dehors tous ceux et celles qui viennent œuvrer pour le ferroviaire par d'autres entreprises. Il y a de la place pour tout le monde à la SNCF. Le budget n'a pas été réalisé fin d'année, c'est qu'il y a encore de la place. Donc il y a un certain nombre de salariés qui ont déjà œuvré dans le ferroviaire qui pourraient être sollicités dans le cadre d'une réinternalisation de la charge de travail et de production au sein de la SNCF. Voilà typiquement le type de réponse, non pas langue de bois, qu'on pourrait apporter, mais qui vont nécessiter à la fois des prises de conscience de l'entreprise en matière d'ouverture de négociation et certainement des mobilisations, parce que comme on le sait, dès qu'on aborde la question du progrès social, c'est le rapport de force qui nous permet d'y aboutir. Merci beaucoup. On va boucler la boucle de ce moment particulier. Non, bah, évidemment. Alors c'est un sujet qu'on a porté pour le coup unitairement en fin d'année dernière. C'est un caractère un peu inédit que dans un préavis de grève, on y apporte ces notions de financement en large, du financement de financement d'infrastructures. Mais ça nous apparaît, et ça nous apparaissait, mais ça nous apparaît encore plus pertinent en ce moment et aujourd'hui. Cela dit, c'est un sujet qui a tendance à parfois nous écarter des réalités, comme on dit, de terrain, sauf que c'est directement lié. Et pour le coup, non, on ne peut pas se passer d'un État stratège. Cela dit, on voit bien qu'on est là aussi à contre-courant de toute une logique et tout un tas de développements, sauf que on voit aussi que par les luttes, les mobilisations, tout ce qui est exprimé de par-delà le territoire, les exigences portent sur le fait de remettre des moyens pour faire vivre le train public, particulièrement. Refaire vivre le transport public en large, y compris de marchandises. Refaire vivre le train public, c'est peut-être reprendre ce que la Société nationale des chemins de fer, à la sortie de la guerre, écrivait sur une affiche de propagande. Là où le rail passe, la vie reprend. Le train arrive, nous travaillons. Je le dis très tranquillement. À la CGT, on reprend ce slogan pour nous. C'est exactement ce dont on a besoin. Sauf que c'est exactement ce que vous ne faites pas. C'est un problème. C'est exactement ce que ne font pas les pouvoirs publics. Remettre de l'argent là où il faut pour faire vivre le train public, qui permettrait à la fois évidemment de répondre aux besoins des usagers, des chargeurs, on l'a dit depuis le début, c'est de la conception même de la notion de service public, qui permettrait de revitaliser les territoires en matière économique et industrielle, de recréer de l'emploi, ça a été dit précédemment, en proximité, le fameux travailler et vivre au pays, ce qui permettrait aussi de stabiliser un certain nombre, notamment de jeunes. Notre jeunesse a besoin aussi de ces perspectives d'emploi et qui plus est dans une grande entreprise publique, ce serait à mon avis très apprécié. Donc ces logiques de financement, elles sont essentielles. Elles sont essentielles et elles doivent se caractériser parce que ça fait peur. On sort d'un débat sur le budget de l'État qui a mis en exergue tout un tas de situations complètement folles. Voilà, l'austérité remonte au feu. Maintenant, on nous annonce un budget de guerre. Donc, on va construire des obus. Les industries vont se muter en fada de l'armement. D'ailleurs, nous, on dit très clairement de la ferraille pour le rail, pas pour la mitraille. Donc oui, il y a de la place pour tout le monde dans les industries, mais au service de l'intérêt général et pas de la guerre. Nous, on dit aussi qu'il n'y aura jamais de progrès social sans paix. C'est une bataille que nous devons mener. Concernant le financement, ça fait peur. On nous a serrés dans un étau où potentiellement, il n'y a aucune marge de manœuvre. Il y en a des marges de manœuvre. Il y a un certain nombre de marges de manœuvre qui pourraient permettre, en réfléchissant à un calendrier pluriannuel, un certain nombre de priorités, et pour le fret et pour le voyageur. Pour le fret, de réembrancher notamment les principaux ports français, au réseau ferré national, de embrancher des usines telles que Valdune, qui est la seule usine de conception d'essieux et de roues en France, de connecter peut-être des zones logistiques et industrielles permettant justement d'opérer un tant soit peu ce report modal de la route vers le rail qui pourrait servir les enjeux environnementaux. Concernant le voyageur, à l'appui des luttes, Didier l'a dit tout à l'heure, locales et territoriales, auxquelles nous participons d'ailleurs assez conjointement, les syndicats et avec les associations d'usagers, il y a ces batailles qui sont menées pour préserver, maintenir des lignes ouvertes, des gares, des guichets, voire des triages concernant le fret. Là où on dit qu'il y a moyen de financer tout ça en réfléchissant en calendrier, en priorisant, c'est que les sources de financement, elles existent. Elles existent, prenons un exemple, deux, allez, trois. Premier exemple, TICPE, 30 milliards d'euros par an. 30 milliards qui servent aujourd'hui quasi exclusivement à désendetter les comptes de l'État. Un fléchage de cette manne financière
pourrait permettre d'envisager un certain nombre d'investissements pour le transport ferré de voyageurs ou de marchandises. Les concessions autoroutières, 4,3 milliards d'euros chiffre 2023. Un fléchage au hasard, 1 milliard sur ces 4. On laisse les 3 autres aux autres modes de transport, parce qu'on travaille aussi la multimodalité. 1 milliard supplémentaire, il y a de quoi les flécher en priorisant pour permettre de développer là où on estime que c'est tel ou tel endroit, tel ou tel aspect qui doit être prioritaire. Le versement transport-mobilité, le vice-président de la région Occitanie, pas tout seul, mais apporté dans le cadre du PLF, du projet de loi budgétaire de l'État, la nécessité d'amplifier les moyens financiers pour développer le ferroviaire. 700 millions ont été injectés dans le cadre de ce budget parce qu'ils ont bataillé à l'échelle des régions. Il y a quelques régions réfractaires. Nous devons, là, pour le coup, agir. Parce que ces milliards, ils existent. Et il faut qu'ils arrêtent de faire peur. On doit se les approprier au sens de projets concrets qui permettent de rendre à la fois visibles les batailles que l'on mène sur le territoire, visibles nos batailles sur l'emploi, les conditions de travail, et visible ce report modal tant attendu. Donc nous considérons que l'État doit reprendre un rôle de stratège. Oui, dans un plan pluriannuel, quand on a ce type de ressources à disposition, à lui, maintenant, de pouvoir réfléchir aux priorités, à un calendrier qui nous permet d'entrevoir à ce qu'on ne grève ni les comptes publics et on ne crée pas d'impôts supplémentaires. Donc, j'ai envie de dire, on a coché toutes les cases. Le service public peut réellement se développer.